Al Gore n'était que sénateur lorsqu'il a fait adopter la loi sur l'information de haute performance en décembre 91, juste avant la disparition officielle de l'URSS. Et ça marque le début de l'infrastructure nationale d'information, un fournisseur public de services Internet pour les écoles et les universités, et de ce qu'il appellera 2 ans plus tard, lorsqu'il sera devenu vice-président de Bill Clinton, les autoroutes de l'information. Al Gore, c'est le premier qui affirme publiquement que la révolution numérique doit servir le rayonnement politique, économique de la désormais seule grande puissance mondiale hégémonique. Et dès 1995, Bill Clinton va présenter au G7 de Bruxelles son projet de société de l'information mondiale, avant de rebaptiser l'infrastructure d'information américaine globale au lieu de nationale. À l'époque, les Américains veulent faire entrer le monde entier dans une sphère informationnelle qu'ils détiennent, avec des cadres, avec des normes américaines, pour obtenir évidemment d'énormes avantages sur le marché mondial, des contrats. Et au fond, c'est ça le but, c'est de faire prévaloir la vision du monde américaine, mais surtout ses intérêts économiques comme culturels et politiques. La doctrine qui est à l'œuvre, elle s'appuie à l'époque sur un concept militaire, celui de la domination informationnelle, que l'armée américaine va définir dans un petit manuel de campagne en 1996, comme, je cite, « le degré de supériorité de l'information qui permet d'utiliser les systèmes et les capacités d'information pour obtenir un avantage opérationnel dans un conflit ou pour contrôler la situation dans des opérations hors guerre, tout en refusant ses capacités à l'adversaire. » Là, on comprend que la guerre est devenue permanente. Et l'année suivante, en 1997, Martin Libicki définit les 5 éléments que comporte la guerre de l'information. D'abord, c'est une guerre fondée sur le renseignement. Et elle consiste à attaquer les capteurs ou à les brouiller. Ensuite, c'est la guerre électronique, qui vise directement à dégrader, à corrompre ou à pirater les communications adverses, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature. Ensuite, c'est le piratage informatique, le hacking, qui vise à pénétrer les systèmes adverses pour les retourner contre eux-mêmes, pour les rendre inutilisables. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la guerre de commandement, la guerre de contrôle, qui va servir à désactiver tous les centres de commandement adverses pour perturber leurs avancées, pour les empêcher d'attaquer. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle les opérations psychologiques, les psy-ops, dans lesquelles les informations vont être utilisées pour plusieurs aspects. 1, pour décourager, 2, pour pacifier, 3, pour perturber l'adversaire. Et très très vite, la conviction que ce contrôle des moyens et des flux mondiaux de communication est un atout majeur pour les Américains, va réveiller l'appétit de ses opposants pour ces technologies. Parce que dès 1991, le plus sûr moyen de faire prévaloir partout la suprématie américaine va se généraliser à travers le contrôle de l'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, l'organisation même des réseaux informatiques favorise à l'époque ce contrôle. Pourquoi ? Les satellites sont très majoritairement américains dans les années 90. Les câbles sous-marins transitent pour l'essentiel par l'État de Virginie. Et les serveurs informatiques, comme d'ailleurs l'immense majorité des ordinateurs, sont à l'époque conçus et fabriqués aux États-Unis. Tous les protocoles informatiques que vous connaissez, HTTPS par exemple, et qui vont déterminer l'acheminement de toutes les données, les paquets de données d'un pays à l'autre en connectant différents réseaux, sont à l'époque tous inventés, déposés, protégés, contrôlés par des Américains. Le principal, c'est celui qu'on appelle le TCP/IP, vous savez, aux fameuses adresses IP, qui en fait traite le routage des données numériques. Et il y en a un autre, c'est le système des noms de domaine, le DNS, qui permet d'associer en fait un nom de domaine à son adresse IP. La plupart de ces systèmes ont même été initiés directement par l'armée américaine, à travers la DARPA, qui est l'agence du département de la défense américain, qui est chargée de la R&D, de la recherche et du développement de technologies qui vont être destinées d'abord à un usage militaire. C'est DARPA qui est à l'origine justement de ce qu'on appelle l'ARPANET, qui est l'ancêtre, si vous voulez, d'Internet. Et cette régulation, elle se fait à l'époque, bien sûr, sous l'autorité des Américains, puisque les normes, les standards
qui vont définir, qui sont toujours en vigueur d'ailleurs, les communications numériques, eh bien, ont tous été établis directement aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Ça s'appelle l'ICANN, avec 2 N. C'est la société qui attribue tous les noms de domaines sur Internet. Et l'ICANN, c'est une ONG basée en Californie et née à Los Angeles en 1998. Et aujourd'hui encore, les Américains se battent pour rester les leaders incontestés dans cette ONG et dans le secteur aussi des matériels, des équipements informatiques. Alors tout le monde connaît évidemment Apple, mais c'est Intel, Cisco, Qualcomm qui sont aussi d'énormes fournisseurs d'équipements informatiques. Dans les logiciels, tout le monde parle de Microsoft, d'Apple ou de Google, mais IBM et Oracle sont aussi des acteurs majeurs. Et puis bien sûr, les plateformes de contenu. Tout le monde parle des GAFA, mais on oublie que YouTube et Netflix ont une influence culturelle et économique colossale. Les navigateurs, les systèmes d'exploitation, et puis bien sûr les moteurs de recherche avec Google, tous ces systèmes sont très majoritairement encore américains. Et c'est cette supériorité technique, technologique, qui va fonder à l'époque la domination globale des Américains en matière d'information. Un autre fondement d'ailleurs de cette domination, qui inquiète de plus en plus, c'est la collecte de l'information, la collecte des données. Parce qu'en vertu d'un accord secret qui a été signé, qui a été décrété en 1946, les services de renseignement américains se sont alliés en fait à ceux de leurs alliés, principalement au Royaume-Uni, au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Vous vous rappelez, c'est les pays où Rupert Murdoch détient des médias, c'est les pays alliés. Ils sont associés dès 1946 pour collecter toutes les données électromagnétiques de leurs adversaires communs, mais c'est une définition très large. C'est ce qu'on appelle le réseau échelon. Et son existence n'a été révélée qu'en 1988 par un journaliste écossais qui s'appelle Duncan Campbell. Et à l'époque, on comprend que les 5 services de renseignement, ce qu'on appelle les Five Eyes, les 5 yeux, eh bien, ont mis en place rien de moins qu'un système mondial d'interception des télécommunications téléphoniques. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour le terrorisme, etc. Non, ça permet de capter via les ondes radio, eh bien, toute la planète. Ça revient à surveiller électroniquement quasiment la planète entière, des États aussi et des citoyens. Et il faut bien comprendre que dans les années 2000, 80% des échanges numériques mondiaux passaient encore par les États-Unis. Alors, à l'époque, la loi américaine interdisait depuis 1978 de collecter les données des citoyens américains, seulement les citoyens américains, et on avait besoin de récupérer, on avait le droit de récupérer seulement les données qui circulaient par des paquets distincts. Et donc, il était impossible d'intercepter une communication étrangère à l'époque sans aussi collecter des données de citoyens américains. Donc, il y avait tout un problème de légalité jusqu'à une réforme qui date de 2007 seulement et qui permet aux services de renseignement de rentrer enfin dans la légalité. Seulement, cette réforme est très importante parce qu'elle reconnaît à une agence américaine qui s'appelle la NSA le droit légal de stocker des données. Et pas quelques données, un nombre considérable de données. Et la collecte, elle a à proprement parler lieu en permanence. Et c'est un analyste, par exemple, n'importe lequel, parfois des analystes extérieurs, privés, la plupart d'ailleurs, qui vont pouvoir consulter les fichiers après une approbation obligatoire d'une institution qui est la FISA, la Cour de surveillance du renseignement étranger des États-Unis. Et à l'époque, le patron de la NSA, qui s'appelait Keith Alexander, a reconnu qu'il fallait connecter toute la botte de foin, donc l'ensemble des données, pour pouvoir, un jour, hypothétiquement, pouvoir chercher une petite aiguille dans ces bottes de foin. C'est d'ailleurs lui, le patron de la NSA, qui a inauguré en 2013 le plus grand data center du monde. Il est basé dans l'Utah, à Bluffdale, et il peut stocker, imaginez bien, l'ensemble, l'intégralité des télécommunications mondiales pendant des décennies. Imaginez l'ensemble des informations que les Américains détiennent donc, bien sûr, sur les opposants politiques, les terroristes, l'élite internationale, mais aussi sur vous et moi, à travers notre présence, par exemple, sur les réseaux sociaux ou nos fichiers publics. Et dans cette course à ce qu'on appelle désormais le big data, eh bien, ce marché des données numériques massives, les Américains ont dès cette époque-là pris un temps d'avance, un temps presque irrattrapable, parce que
les sociétés et les économies se sont numérisées depuis les années 90. Et donc, ils ont accès, grâce à leur collecte et grâce à leur traitement des données, à une surveillance, à un contrôle et surtout à une analyse prédictive des plus grandes dynamiques en fait mondiales dans quasiment tous les secteurs, à la fois les secteurs économiques, mais aussi les changements politiques, les changements dans les opinions. On a vu d'ailleurs cette domination américaine dans le big data avec la percée phénoménale d'une société qui s'appelle Palantir. Elle a été lancée en 2003 par Peter Thiel, vous savez, cet investisseur qui soutient Trump et tous les libertariens aux États-Unis, et par Alex Karp. Alex Karp, c'est celui qui a pensé ce logiciel d'analyse de données, d'énormes bases de données, pour d'abord servir les renseignements, avant même de servir les multinationales, et notamment les banques. Et l'année suivante, ce fameux Peter Thiel a déclaré à Stanford que l'administration Bush devait considérer Echelon, donc le programme d'écoute américaine, et la coordination secrète des services de renseignement du monde entier, comme, je cite, la voie décisive vers une Pax Americana véritablement mondiale au lieu de l'ONU. Il voulait remplacer la diplomatie publique par le renseignement et les écoutes privées. Son associé Alex Karp a d'ailleurs rencontré dès 2022, dès le début de la guerre d'Ukraine, le président Zelensky pour le conseiller sur les meilleurs moyens technologiques à déployer pour se défendre de l'invasion russe. Et ce sont les Américains aussi qui dominent toujours très largement le marché de ce qu'on appelle le cloud computing, donc la maintenance en fait de vos données en ligne sur des nuages numériques, avec notamment Amazon Web Services qui est le leader incontesté devant Google et Microsoft. Et ça aussi, ça s'est construit avec le soutien financier d'agences américaines comme la NSA et la CIA dès les années 90 à travers des programmes de recherche qui subventionnaient en fait des projets de R&D de ces sociétés privées, ou alors à travers des contrats publics à plusieurs milliards de dollars pour collecter et traiter des données à très très grande échelle. Google a aussi bénéficié de 2 subventions publiques avant même sa création, lorsque son cofondateur Sergey Brin préparait sa thèse à Stanford sur les propriétés mathématiques du World Wide Web, l'Internet, sous la direction d'un spécialiste, d'un pionnier de l'intelligence artificielle qui s'appelle Terry Winograd et qui va publier avec un autre doctorant, Larry Page, la base du moteur de recherche Google à travers ce qu'on appelle le PageRank, leur algorithme qui permet de scruter le web pour en temps réel vous donner des hiérarchiser si vous voulez Internet. Et ils l'ont fait dans un papier de recherche que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle The Anatomy of a Large Scale Intertextual Web Search Engine. Et à l'époque, la CIA a lancé un fonds de capital risque qui s'appelle NQTEL pour développer justement de nouveaux outils qui soient conformes à ces attentes, comme ça a été le cas à l'époque avec Palantir, ou pour prendre le contrôle de technologies stratégiques. Par exemple, la cryptologie qui est mise en œuvre dans les cartes à puce, par exemple dans les cartes bancaires. C'est par exemple l'ancêtre du français Gemalto, qui s'appelait GemPlus, et qui a ouvert son capital en 2000 au Texas Pacific Group, qui a obtenu 2 ans plus tard la nomination à sa tête d'Alex Mondel, qui était l'administrateur d'InQtel, et 15 ans plus tard, le média de Intercept va révéler que la NSA à l'époque a dérobé chez GemPlus les clés de chiffrement de 450 opérateurs de téléphonie mobile. Parce que Roland Moreno, qui a créé la carte bleue, la carte bancaire, donc un Français, ne savait pas qu'il allait aussi créer la carte SIM d'une certaine manière, et donc les clés de chiffrement de tous les téléphones portables dans le monde. À l'époque, ces 450 opérateurs de téléphonie mobile dont les clés de chiffrement ont été dérobées représentent 190 pays différents, le monde entier. Entre-temps, en juin 2013, un consultant pour la CIA et pour la NSA qui s'appelle Edward Snowden avait dévoilé dans le quotidien britannique The Guardian l'existence d'un vaste système d'interception massive de données qui transite justement par les câbles sous-marins dont la majeure partie part des États-Unis. Et à l'époque, sans parler de Google, de Facebook, de Twitter, qui ont multiplié au fil du temps les services gratuits pour faire de leurs utilisateurs, de leur temps de cerveau disponible et de leurs données, leurs produits, en les monétisant, eh bien, la NSA a pu en quelques années seulement pousser ces startups qui sont devenues des mastodontes au rayonnement mondial, ayant jusqu'à 3 milliards d'utilisateurs chacun. Là, je parle de Meta, de Facebook, ce qui en fait des moyens d'information incontournables au sein de cette Silicon Valley qui est devenue, dès le milieu des années 90, le centre
d'un système panoptique, d'un système de contrôle de l'information à l'échelle planétaire. Les GAFA, d'ailleurs, ne font pas que réinvestir une très grande partie de leur trésorerie pléthorique en bons du trésor américain. Pourquoi ? C'est pas seulement par patriotisme, c'est pour avoir un moyen de pression supplémentaire sur le régulateur et sur le législateur américain. Mais les GAFA, elles assurent aussi la conjonction de l'ensemble des dispositifs de collecte des traces numériques de chacun pour les traduire dans un maillage et dans un croisement d'informations qui devient aussi incontournable qu'invisible et qui permet d'étendre à la fois la connaissance qu'on a des citoyens, la connaissance marketing, mais aussi et surtout leur surveillance. Les satellites, par exemple, sont au cœur de ce dispositif. C'est ancien, depuis 1960 et le lancement d'Echo, qui était le premier satellite de télécommunication par les Américains, évidemment. Eh bien, les satellites vont être contrôlés, notamment par les Américains, qui contrôlent toujours d'ailleurs l'organisation internationale qui permet une couverture mondiale des programmes télévisés transmis par satellite, qui s'appelle Intelsat. Et sur aussi le GPS, qui est une technologie de surveillance absolument parfaite, et qui a été lancée à travers un programme militaire américain qui s'appelle Navstar en 1973, avant de le rendre grand public sous ce nom qu'on connaît tous de GPS dans les années 1980, et puis de l'ouvrir à des applications commerciales en 2000, d'abord dans les voitures et puis dans les téléphones. L'Europe n'a pas réussi à mettre en service son système Galileo avant 2016. C'était évidemment bien trop tard et aujourd'hui, son système ne peut pas concurrencer sérieusement le GPS. D'ailleurs, le fameux Google Earth, vous savez, c'est cette modélisation de la planète en 3D lancée par Google en 2005, suit de 2 ans seulement un logiciel lancé par une start-up financée par la CA via son fameux fonds Inquitel et qui s'appelait Earth Viewer. Et en 1996, Bill Clinton, président donc des États-Unis, va créer la NGIA, c'est l'Agence nationale de renseignement géospatial. Et il embauche 15 000 fonctionnaires, rien de moins, pour cartographier des zones du monde qu'on connaissait à l'époque très très mal, voire pas du tout, grâce justement à ces réseaux de télécommunications par satellite. Et c'est cette agence, la NGIA, qui va aider les Américains lors de la guerre en Afghanistan, mais surtout, c'est cette agence qui va leur permettre de localiser Ben Laden à Abbottabad au Pakistan avant de pouvoir le neutraliser, le tuer en mai 2011. Les Américains d'ailleurs ont racheté en fait la domination de l'espace dans leur doctrine de domination de l'information parce que il y a une concurrence croissante de la Russie d'abord, ensuite de la Chine, aujourd'hui même de l'Inde d'ailleurs, dans le domaine spatial. Et l'administration américaine a pu s'appuyer sur le secteur privé. Elle a encouragé le développement d'acteurs gigantesques, poussés, créés notamment par les fondateurs de Elon Musk que vous connaissez, mais aussi Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui ont voulu aider les Américains à conserver leur avance dans la domination de l'espace. Comment ? Eh bien, Bezos a lancé en 2000 une société qui s'appelle Blue Origin. Et chaque année, il vend 1 milliard d'actions Amazon pour les investir intégralement dans cette société. Tandis qu'en 2010, Elon Musk a lancé SpaceX, que vous connaissez pour les nanosatellites qu'il lance grâce à des lanceurs low cost qui ont complètement sidéré le marché du spatial. Seulement, c'est ces nanosatellites qui permettent aujourd'hui à Elon Musk de proposer une connexion Internet complètement indépendante des structures matérielles terrestres. Elle s'appelle Starlink et vous vous rappelez peut-être qu'elle a servi en Ukraine à prendre une avance, une domination informationnelle, technique sur les Russes. Vous pouvez d'ailleurs en France vous y abonner pour une 50aine d'euros par mois seulement. Donc c'est quelque chose qui est concret, qui est déjà en usage et qui est évidemment dominé par les Américains. L'US Air Force aussi a intégré dans son système d'information de combat depuis 2020 Starlink et en a livré justement au moment de l'invasion russe en Ukraine des milliers. Blue Origin a aussi lancé à son tour des nanosatellites pour pouvoir concurrencer Starlink et continuer de faire des États-Unis les maîtres de l'espace pour le siècle à venir au moins. Les Américains d'ailleurs, avec leur culture du soft power qui a été théorisée en 90 par le politologue Joseph Nye à l'époque pour expliquer que la puissance américaine justement n'était pas en déclin, ce qui n'était pas évident après la chute du mur, et pour expliquer qu'en fait ce pouvoir
d'attraction provenait de sa culture, provenait de ses valeurs, et qu'elle n'allait pas cesser de progresser, selon eux, notamment à travers la diplomatie officielle, légale, publique. Parce que depuis 1948, au moment du plan Marshall, on en a parlé dans l'appareil commercial français, eh bien le département d'État américain peut diffuser partout dans le monde de l'information qui est conforme aux grandes orientations de politique étrangère de l'administration américaine dans un but totalement assumé d'influence. Et de 1953 à 1959, l'Amérique a sa propre agence d'information qui s'appelle les USEA pour coordonner justement les messages qui sont diffusés dans les médias internationaux et pour sans cesse veiller à valoriser l'American Way of Life et cette culture, on va dire, hollywoodienne, californienne. La doctrine d'ailleurs américaine repose sur ce qu'on appelle le Free Flow of Information. C'est, on va dire, un principe de libre circulation de l'information, de la communication. Et Internet va être évidemment un vecteur incroyable pour cette horizontalisation qui va permettre d'inonder le monde entier de contenu. Parce que c'est en étendant justement au monde entier, ou presque, ce principe de liberté de la presse, de liberté de l'information, de peer-to-peer aujourd'hui, que les Américains ont pu développer leur influence. C'est aussi en faisant de l'information une marchandise d'exportation. Et lorsque le libre-échange s'étend, y compris en 2001, quand la Chine rentre dans l'OMC, c'est la domination américaine sur l'information mondiale qui ne va pas arrêter de progresser. Et à travers elle, c'est la capacité des Américains à modeler des attitudes, des comportements d'achat parfois, dans d'autres pays, à la fois ces pays amis, ces alliés, comme ces pays ennemis. Et les institutions internationales comme le FMI, l'Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale, ce qu'il est convenu d'appeler le multilatéralisme, ont été, à l'époque, plus efficaces pour étendre le rayonnement et l'influence politique américaine, à commencer par l'anglais, par sa langue, que le recours désormais un peu daté au hard power, c'est-à-dire à la force militaire ou à la puissance économique d'un dollar qui est soutenu, en plus de sa capacité, par l'extraterritorialisation du droit américain. Vous savez, ces fameuses banques SWIFT et IBAN qui, officiellement pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, a accès à l'ensemble de vos transactions financières parce qu'elles sont opérées soit par Visa, soit par Mastercard, c'est-à-dire par des sociétés américaines. Et si finalement, souvent les trois vont de pair, la menace a aidé le soft power à prospérer. Mais Joseph Nye a forgé en 2011 un nouveau concept, un concept qui s'appelle le Smart Power, pour parler de la combinaison américaine de l'ensemble des instruments de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir militaire, économique, technologique, mais aussi culturel, en vue d'atteindre leurs objectifs et de projeter sans cesse davantage leur influence. D'ailleurs, Hollywood a son propre rôle à jouer dans ce Smart Power et l'État fédéral a toujours encouragé les studios hollywoodiens. La frontière, on l'a dit, entre le divertissement et l'information est complètement tombée. C'est l'héritage notamment de Rupert Murdoch, on en a déjà parlé, et c'est ce qui a permis aux médias américains, qui représentent déjà en 1990 2/3 du marché mondial des contenus, de vendre à longueur de temps l'image des États-Unis auprès des opinions publiques étrangères. Et quand on regarde aujourd'hui les grandes plateformes, Amazon, Disney, Netflix en tête, mais il y en a de très nombreuses qui se créent, elles sont quasiment toutes américaines. Et Murdoch d'ailleurs a accentué ce phénomène en déclenchant un vaste mouvement de concentration dans les années 90 qui va aboutir à la constitution de très grands conglomérats médiatiques mondiaux américains qui tiennent toujours le haut du pavé et qui vont dicter dans une certaine mesure la politique du gouvernement, de l'administration américaine grâce justement à leur participation croisée dans la presse, dans la radio, dans la télé, dans le cinéma, mais aussi dans des instituts de sondage, des maisons d'édition, des éditeurs de jeux vidéo, des parcs d'attractions, des industries de télécommunications et bien sûr Internet et les réseaux sociaux. Imaginez par exemple la puissance de Netflix qui n'était qu'un loueur de DVD par correspondance et qui en 15 ans à peine a réussi à convaincre 238 millions d'abonnés de lui donner leur temps de cerveau disponible dans presque tous les pays du monde, à l'exception notable de la Chine, de la Corée du Nord ou de quelques dictatures.
Et ces pionniers de Netflix ont ouvert la voie à tout un tas d'autres plateformes, comme par exemple le New York Times, qui est le premier quotidien au monde avec 50 millions de lecteurs en ligne. Et c'est le fer de lance, le New York Times, d'une presse américaine qui est au sommet de la pyramide des relais d'influence culturelle américaine et d'une certaine manière de la chaîne alimentaire de l'information. Parce que l'industrie de l'information, de la communication et du divertissement sont toujours essentiellement américaines. D'où par exemple la réaction de Washington face à l'essor de Huawei ou de TikTok, qui sont des produits chinois, plus largement des produits du pouvoir chinois. Parce que le partage des valeurs américaines au niveau mondial, au niveau global, a créé une sorte de néopolitique. C'est un concept qui a été développé en 1999 par Daniel Ronfeld et John Arquilla, et qui s'inscrit dans la droite ligne du génial Teilhard de Chardin qui parlait en son temps de nosphère, pour désigner la sphère de la pensée humaine à l'échelle planétaire, qui était le complément de la biosphère et de l'atmosphère. Et on parlait de la diplomatie officielle. Seulement après la chute du mur de Berlin, elle a décliné très largement. Et puisque les États-Unis restaient la seule superpuissance après la chute de l'URSS, eh bien ces outils d'influence sont devenus très vite obsolètes. Et juste après le 11 septembre, il a fallu que le sous-secrétariat d'État pour les affaires publiques et la diplomatie soit créé. Il avait été créé juste avant, en 1999, mais il fallait à sa tête quelqu'un d'influent, de puissant. À l'époque, Colin Powell débauche la patronne de l'agence de pub Ogilvy, une des principales agences au monde, qui s'appelle Charlotte Beers. Et elle a pour mission de développer le nation branding des États-Unis. Le nation branding, en fait, c'est la gestion de l'image de marque du pays à travers les médias et les médias du monde entier. Et évidemment, l'ensemble des autres pays vont aussi à leur tour vouloir développer leur nation branding pour attirer des nouveaux investisseurs, pour servir à l'intérieur de leur pays leur propre propagande. Et ce que fait Charlotte Beers à l'époque, c'est qu'elle produit des vidéos de propagande justement, par exemple à destination des publics musulmans et arabes, en leur vendant une nouvelle Amérique, New America, et en mettant en avant des musulmans américains. C'est un programme qui s'appelle Shared Values Initiative et qui a été dévoilé et très critiqué quelques semaines seulement avant l'invasion de l'Irak pour la deuxième guerre d'Irak, qui va pousser Charlotte Beers à démissionner officiellement pour raison de santé. Parce qu'il n'est pas toujours facile de mettre en image la stratégie informationnelle du département d'État américain. Et au lendemain du 11 septembre, l'OSI, qui est l'Office of Strategic Influence, avait été créé par l'administration de George W. Bush pour, je cite, mener la guerre psychologique contre le terrorisme en fournissant des informations éventuellement fausses, c'est intégré carrément au décret, à des médias étrangers pour influencer les sentiments des citoyens et des décideurs de pays amis comme ennemis. La guerre psychologique est intégrée de manière complètement officielle, légale, sans aucune couverture, à la superpuissance américaine. Et le recours à la désinformation devient donc officiel. À ce moment-là, un scandale éclate qui va mener à une scission entre le Bureau de la communication stratégique, qui est chargé au sein du département d'État américain de promouvoir justement une image valorisante des États-Unis, donc son nation branding, et un deuxième bureau qui s'appelle le Bureau de la communication globale. Il est créé par le président Bush pour lutter contre l'anti-américanisme qui se développe à l'époque. Vous vous rappelez de cette scène d'un journaliste irakien qui balance sa godasse sur George W. Bush, et cette image est reprise dans l'ensemble des médias anti-américains, anti-occidentaux. Ce sont d'ailleurs ces deux organes, avec l'aide notamment des médias de Rupert Murdoch, qui vont relayer à longueur de temps la politique néoconservatrice de l'administration Bush dans une diplomatie publique qui vient compléter la diplomatie d'État dans l'ensemble des pays du monde avec les ambassadeurs, les attachés économiques, culturels, etc. Et l'ambition assumée des États-Unis à l'époque, c'est de diffuser au besoin par la force la démocratie et les droits de l'homme, notamment au Moyen-Orient. En fait, ils vont préparer leur guerre contre l'Irak qui va durer de mars 2003 à décembre 2011. Obama, qui n'a pas véritablement changé cette organisation en arrivant, a même été un instrument pour que les États-Unis continuent de déterminer leur propre récit à l'intérieur de cette guerre de l'information où ils ont la volonté de soumettre
leurs adversaires sans les combattre militairement. Et le discours d'Obama au Caire en juin 2019 est innovant dans le sens où il s'adresse directement au monde musulman. C'est ce discours au Caire qui va valoir à Obama, quelques semaines plus tard, de recevoir le prix Nobel de la paix. Et il va nommer Obama en 2014 le rédacteur en chef du Time Magazine, Richard Steingold, comme justement sous-secrétaire d'État pour les affaires publiques et la diplomatie. À l'époque, quand il arrive, donc en 2014, on va le traiter de propagandiste en chef. Et lui préfère se revendiquer, Richard Steingold, comme le directeur du marketing de la marque America. Seulement, la doctrine de l'institution et de l'administration Obama reste absolument la même que sous ses prédécesseurs. C'est-à-dire la domination de l'information et la domination par l'information. Parce que l'information est une arme.